Bonjour charmante personne. Alors j'avais pas forcément prévu de faire cette vidéo, mais après avoir mentionné dans de précédentes que je me prépare actuellement à un concours du ministère des Affaires étrangères, j'ai reçu beaucoup de questions de la part de personnes qui sont intéressées par ça, qui veulent potentiellement devenir diplomates, qui en tout cas considèrent la possibilité, qui veulent savoir comment intégrer le ministère des Affaires étrangères. Et donc je me suis dit qu'on allait un peu en parler dans cette vidéo. Je sais que je m'adresse potentiellement à des lycéens. Il y a plein de façons en fait de travailler au sein du ministère des Affaires étrangères. Il n'y a pas que les grands diplomates, les ambassadeurs, les consuls, etc. Ça déjà, il faut être conscient qu'il y en a très peu. C'est une minorité de gens qui sont ambassadeurs, consuls. Le ministère des Affaires étrangères, c'est beaucoup d'agents, beaucoup d'employés de plein de façons différentes. Il y a des gens qui travaillent dans les systèmes informatiques. Enfin, il y a vraiment une énorme variété de métiers au sein du ministère des Affaires étrangères. Si on se concentre sur ce qu'on appellerait un peu les diplomates, déjà il faut savoir que tout le monde n'est pas fonctionnaire, en fait. Par exemple, si on regarde les ambassades et les consulats à l'étranger, ou même si on regarde le ministère des Affaires étrangères à Paris, il y a une variété de métiers et certains postes vont être occupés par des fonctionnaires, d'autres vont être occupés par des contractuels et d'autres par des volontaires internationaux. En gros, la différence, c'est que les fonctionnaires, vous voyez ce que c'est un fonctionnaire, c'est quelqu'un qui est employé à vie, qui peut faire toute sa carrière au sein du ministère des Affaires étrangères, ou qui peut être en fait un fonctionnaire d'un autre ministère qui fait une mission au sein du ministère des Affaires étrangères. Les contractuels, c'est des personnes qui sont recrutées pour des CDD ou des CD dans des cas plus exceptionnels aujourd'hui, mais qui sont donc recrutés pour un contrat généralement à durée déterminée. Donc ça peut être par exemple 3 ans, 4 ans. Ils vont être recrutés pour occuper un poste spécifiquement. C'est des gens qui peuvent avoir tout un tas de types de carrières à côté. Dans moi, ce que j'ai vu par exemple, j'ai connu des personnes qui étaient directeurs de production pour des grands théâtres à Paris et qui ont pris un contrat d'attaché culturel. C'est-à-dire que dans un consulat, dans une ambassade, ils étaient en charge d'affaires culturelles, d'organiser des événements pour donc l'État français, pour le ministère des Affaires étrangères, pour simplement une durée déterminée. Et ils avaient été embauchés parce qu'ils avaient ces compétences qu'ils avaient développées dans un travail qui n'était pas le ministère des Affaires étrangères avant. Donc ça, c'est être contractuel. Ensuite, il y a les volontaires internationaux. Les volontaires internationaux, c'est une catégorie un peu grandissante, j'ai l'impression. Les volontaires internationaux, ce sont un peu comme des contractuels en fait, mais c'est des gens plus jeunes. Parce que l'âge maximum pour être volontaire international, c'est 28 ans. C'est en gros un dispositif qui marche aussi avec des entreprises, etc. Mais qui, dans le cas des administrations, l'idée c'est que vous prenez un poste pour 6 mois à 24 mois. Dans une ambassade, un consulat, etc., vous avez un poste qui sont généralement des postes avec beaucoup de responsabilités pour le niveau d'expérience, puisque donc on prend des personnes qui sont assez jeunes, qui finalement viennent de finir leur master, et on leur donne beaucoup de responsabilités, on leur donne des gros projets, au sein donc du ministère des Affaires étrangères. Mais à la fin du contrat, le contrat est fini, il faut passer à autre chose. L'idée en fait, c'est que donc ces deux dernières catégories, même si vous allez donc brièvement être diplomate, vous n'êtes pas diplomate de long terme. Donc je vais partir du principe dans cette vidéo que je m'adresse à des gens qui veulent vraiment faire de leur carrière complète le fait d'être diplomate. Voilà, c'est pas forcément le cas, mais je vais partir de ce principe-là pour cette vidéo. Partons de la première catégorie, en fait, qui était donc fonctionnaire. Alors, comment devient-on fonctionnaire diplomate du ministère des Affaires étrangères? Alors, il va y avoir 3 concours. D'une part, en fait, on a conseiller des affaires étrangères, cadre d'Orient, et d'autre part, on a secrétaire des affaires étrangères, qui est disponible soit en cadre général, soit en cadre d'Orient. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En gros, conseiller des affaires étrangères, c'est le grade le plus en haut. Et donc ce grade le plus supérieur, c'est celui qui donc peut destiner par exemple à devenir consul, qui mène le plus en fait à monter dans la hiérarchie du ministère. Même si, rappelons-le, des choses comme l'ambassadeur, c'est nommé par le gouvernement. Donc c'est pas quelque chose auquel vous accédez par concours ou juste en montant de façon classique dans la hiérarchie, c'est quelque chose qui est décidé. Mais bref, conseiller des affaires étrangères, c'est là où on va dire que le potentiel d'évolution en hauteur dans la hiérarchie est le plus élevé. Secrétaire des affaires étrangères, c'est un peu en dessous. La différence de métier, alors ce n'est pas des métiers que moi j'exerce, si dans les gens qui regardent cette vidéo, il y a des gens qui exercent ces métiers, je vous en prie, dites-le moi dans les commentaires, mais pour avoir discuté, surtout moi avec des secrétaires des affaires étrangères,
En gros, c'est un métier essentiellement de rédaction et d'analyse. C'est-à-dire que les secrétaires des affaires étrangères, par exemple, en fait, au sein du ministère, sont associés à un portefeuille, on va dire, de sujets, un portefeuille de missions qui concerne la diplomatie française, et vont se tenir au courant des sujets, faire des analyses, produire des notes qui vont orienter l'action publique, peuvent participer à la négociation d'accords internationaux, vont avoir un sujet d'expertise, ils vont constamment collaborer avec d'autres rédacteurs qui ont chacun leur sujet d'expertise pour créer des dossiers. Ensuite, donc, il y a cadre d'Orient, vous avez vu, et cadre général. Donc, c'est une question en termes de concours de langue, tout simplement. C'est une distinction assez ancienne. Cadre d'Orient, donc c'est parce qu'il faut des langues rares pour y accéder. Et cadre général, c'est parce que ça va être des langues plus européennes, en fait. Langue rare, ça veut pas dire langue rare, en fait, ça veut dire juste langue orientale. Le terme étant un peu daté, on est d'accord. On a ces 3 concours. Je vais rajouter un 4e concours, enfin une 4e voie d'entrée, qui est la voie de l'ENA jusque-là. Alors, l'École nationale d'administration, bon, pour l'instant, on est sur un terrain de réforme là-dessus. Donc, cette partie-là de la question peut-être va changer, mais jusque-là, l'idée c'est que à la sortie de l'ENA, les étudiants étaient classés et ceux qui étaient... En fait, plus on est haut dans le classement, plus on a le choix entre différents postes dans des grands corps de l'État. Et certains de ces grands postes sont au sein du ministère des Affaires étrangères. Donc, une façon aussi d'accéder au ministère des Affaires étrangères, c'est en fait en passant le concours de l'ENA, en rentrant à l'ENA, en faisant donc les 2 ans d'ENA, et à la sortie, si on a un poste suffisamment... un classement qui nous permet d'y accéder, de passer au ministère des Affaires étrangères. Pour prendre moi mon cas, c'est une voie que j'ai considérée pendant un temps, mais que j'ai fini par écarter parce que tout simplement, je ne suis pas intéressée par les autres débouchés de l'ENA. Du coup, il reste conseiller des affaires étrangères, cadre d'Orient, secrétaire des affaires étrangères, cadre d'Orient, secrétaire des affaires étrangères, cadre général. Moi, conseiller, j'ai fait sauter parce que le nombre de postes sur conseiller est très limité. En gros, donc ça va être 3 à 6 personnes par an. Et je ne suis pas spécialement intéressée par devenir consul ou ambassadrice, ou j'ai pas d'aspiration pour des positions de représentation. Moi j'aime la partie analyse, collaboration, enfin j'aime... Voilà, ça m'intéresse pas spécialement en fait d'être très haut dans la hiérarchie. Et donc si c'est pour passer un concours plus compliqué, c'est suffisamment prestigieux déjà de passer ces autres concours. On va être très clair, je suis déjà dans une position extrêmement privilégiée de faire toutes ces considérations. Secrétaire des affaires étrangères, cadre général, cadre d'Orient. Donc, en gros, cadre général, ça va être avec les langues allemand, anglais, italien, portugais. Pour cadre d'Orient, donc ça, c'est valable pour secrétaire des affaires étrangères et conseiller des affaires étrangères. Il y a 3 sections. Il y a la section Europe orientale et Asie centrale. Les langues, c'est persan, turc, russe. Il y a la section Asie méridionale et Extrême-Orient. Chinois, mandarin, hindi ou japonais, c'est les langues. Et il y a la section Maghreb, Moyen-Orient, Afrique, dont les langues c'est arabe littéral, haoussa, hébreu, mandingue ou swahili. L'idée c'est que chaque année, il y a un nombre de postes disponibles qui est fixé pour tous ces différents concours. De façon classique, on va supposer que moi par exemple, je tente la voie du concours externe. Parce que oui, il y a un concours externe et un concours interne. Le concours interne, en fait, c'est pour des gens qui travaillent déjà dans la fonction publique, soit dans un autre ministère, soit au ministère des Affaires étrangères, soit des gens qui sont contractuels ou volontaires internationaux et qui ont effectué, je crois que c'est 4 ou 5 ans de service en fait. Et la voie le concours interne est légèrement différent. Le rapport entre le nombre de candidats et le nombre de postes est plutôt favorable. Disons que le pourcentage d'admission est plus élevé. Mais de façon classique, moi par exemple, je passe le concours externe. Donc c'est le concours désigné des gens qui ne travaillent pas déjà au sein du ministère. Je ne vais pas décrire en détail les épreuves de chacun de ces concours et les modalités, etc. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que donc il y a des épreuves écrites et des épreuves orales, et que les épreuves en gros, c'est de l'anglais, l'autre langue que vous avez choisie, des questions internationales, de l'économie, et souvent il y a aussi une forme d'épreuve de civilisation, de questions contemporaines, et du droit public. Je vais mettre des liens dans la description pour vous laisser regarder vous-même, parce que en fait ça sert à rien que je vous lise les documents du ministère. Donc il y aura plein de ressources importantes et utiles dans la description. Maintenant la question c'est,
Pour arriver à ces concours et être le mieux préparé possible, quelles sont les meilleures études à avoir faites jusque-là? Ça, c'est la question vraiment que j'ai le plus reçue quelque part. C'est beaucoup de gens qui disent, mais en fait, ok pour ces concours, mais comment on arrive jusque-là? Alors, moi j'ai fait, on va dire, le parcours le plus classico-classique pour en arriver là, c'est-à-dire que je suis rentrée à Sciences Po après le bac, au niveau licence, bachelor. Ensuite, j'ai fait un master politique publique, filière administration publique. Donc, en fait, c'est le master de Sciences Po qui est le master à concours. Vraiment, c'est le master à concours. On est dans une mentalité très concours de l'ENA, plus spécifiquement. Mais tous les cours vraiment sont quelque part formatés pour nous entraîner à des épreuves de concours administratifs. Du coup, c'est un master qui est plutôt franco-français, qui n'a pas énormément d'ouverture sur l'international spontanément. Donc ça peut paraître contre-intuitif quand on veut tenter un concours comme le ministère des Affaires étrangères. Moi, personnellement, ce que j'ai fait, c'est qu'au sein de ce master, j'ai pris beaucoup de cours et d'options qui avaient rapport avec l'international. Par exemple, j'ai suivi un cours sur l'Asie et l'Union européenne et comprendre les relations internationales au sein de l'Asie et les relations internationales de l'Asie avec l'Union européenne. J'ai pris un cours sur la diplomatie culturelle. Voilà, j'ai pris des cours comme ça, souvent en anglais. D'ailleurs, ces deux cours-là, c'était des cours en anglais, qui m'ont permis de garder un aspect très connecté avec les relations internationales, très connecté avec le monde de la diplomatie, même si c'est pas au cœur de mon master. Entre mon master 1 et mon master 2, j'ai aussi fait une année de césure pour faire un stage notamment dans la diplomatie. Voilà, j'ai fait un stage en public, un stage en privé, et j'ai fait un stage dans la diplomatie, ce qui m'a permis de confirmer que c'est ça que je voulais. En soi, c'est pas forcément, enfin, c'est pas obligatoire, mais pour passer les concours, il y a quand même une partie qui est un entretien de motivation, de personnalité, et avoir travaillé au sein du ministère des Affaires étrangères à Paris ou au sein d'une ambassade, un consulat, c'est très intéressant. Le ministère recrute tout le temps des stagiaires pour ces différentes ambassades à travers le monde. Je vous mets le lien dans la description de là où vous pourrez trouver les offres. Généralement, il faut au moins la licence. C'est rare de pouvoir avoir un stage alors qu'on est dans le processus d'avoir sa licence. Mais si vous avez déjà validé votre licence ou validé votre Master 1, vous pouvez vraiment trouver des très bons stages très intéressants. Il n'y a pas besoin d'avoir du piston. Moi, j'en avais pas du tout et je trouvais un stage dingue. Pour mon stage de fin de Master 2, j'ai aussi fait un autre stage dans la diplomatie qui a été interrompu à cause du Covid. Ah, et si vous voulez savoir dans quelles ambassades ou consulats dans le monde j'ai fait ces stages, petit indice, je vous laisse regarder l'historique des vidéos sur ma chaîne. Alors, je vais revenir un instant sur le choix de master. Si vous envisagez de faire un master à Sciences Po pour accéder à ces concours, ce qui peut être assez naturel, il peut y avoir une hésitation notamment entre les masters de l'école d'affaires internationales et les masters, le master politique publique, administration publique. Parce que d'un côté, en fait, on a un master qui traite dans la préparation au concours, avec un côté très concours administratif français, et de l'autre côté, on a un master qui est sur les affaires internationales, donc qui est de l'analyse d'affaires internationales. De façon traditionnelle, les gens s'orientent encore vers le master politique publique, administration publique, parce que souvent, quand on tente le Quai d'Orsay, on tente aussi l'ENA, etc. Donc ça a plus de sens de partir là-dessus. En plus, c'est donc un master dont l'ambiance est très... Enfin, tout le monde bûche, quoi. C'est une ambiance qui incite au travail et à la concentration. Et qui prépare, qui prépare notamment bien au droit, à l'économie. D'autre part, par contre, on peut se dire oui, mais faire des affaires internationales. Honnêtement, vous pouvez faire les deux. Voilà, les affaires internationales, en fait, vous apprendrez plus sur le fond de la région qui vous intéresse, vous aurez plus de matériel, on va dire, mais vous serez probablement beaucoup moins préparé sur l'économie, qui est une économie, c'est une épreuve d'économie qui est tournée vers la France, sur si jamais vous faites une des épreuves qui demande du droit public. Les deux masters ont leurs avantages et leurs inconvénients. Voilà, personnellement, j'ai pas kiffé l'ambiance, forcément, dans mon master politique publique, mais je reconnais qu'il m'a donné une préparation qui était très appropriée, parce qu'en plus il y a quand même une option aussi de questions internationales pour préparer au concours, parce que c'est un master où dès le master 1 en fait on a des modules de préparation au concours si on veut, qu'on peut suivre. Si vous ne faites pas Sciences Po, ce qui est évidemment tout à fait acceptable, alors je suis à peu près sûre que tous les IEP, tous les instituts d'études politiques de France, tous les Sciences Po ont des masters similaires, voilà, il y a les mêmes, c'est pas exactement les mêmes noms, les mêmes nominations, mais ça existe dans à peu près tous les Sciences Po de France.
Si vous ne faites pas un Sciences Po, je dirais que les études que je recommanderais le plus, ça serait des études qui, de préférence, mêlent plusieurs disciplines, puisqu'au final c'est un concours qui est assez pluridisciplinaire. Donc par exemple, droit-économie, économie sciences politiques, économie affaires internationales, droit affaires internationales. Donc si vous avez la possibilité de faire une licence par exemple qui combine ces différents domaines, ou un master qui combine ces différents domaines, ou par exemple une prépa BL ou prépa D1, je sais que j'adresse potentiellement à des lycéens dans cette vidéo. Tout ça, c'est des combinaisons, en fait, tous les parcours que vous pouvez envisager qui vont combiner différentes disciplines qui sont intéressantes pour le concours, c'est bien. Après, je connais aussi des gens qui font seulement du droit, notamment, c'est assez classique de voir des gens qui font notamment du droit public, parce que travailler au ministère des Affaires étrangères, c'est être un agent de la fonction publique. Donc beaucoup de gens, notamment qui préparent l'ENA, vont être des masters de droit public. Si vous êtes en droit public, en fait, vous allez avoir à rattraper beaucoup l'économie, la civilisation, etc. Mais c'est tout à fait faisable et envisageable. En tout cas, une fois que vous avez fini votre master, vous pouvez candidater dès que vous avez validé un diplôme de niveau master, techniquement. Vous n'avez pas beaucoup de limitations, vous pouvez sortir directement d'un master 2 dans n'importe quel domaine, techniquement, et tenter les concours. Après, ce qui se passe souvent, c'est que beaucoup de gens font une prépa pour ces concours. Alors, je sais qu'il existe différentes prépas à travers la France dans ce domaine, des prépas de différents Sciences Po de France, des prépas plus privées. Honnêtement, je peux pas parler de toutes ces prépas parce que je n'ai pas d'expérience avec. Voilà, je mentionne simplement que ma voix, qui est la voix la plus... Là encore, moi j'ai une voix tellement genre classique au classique, vous n'êtes pas obligé de faire ce que je fais. Mais du coup, mon expérience de ces autres voix est aussi limitée parce... Voilà. Donc, moi, je fais la prépa concours de Sciences Po Paris. La prépa concours de Sciences Po Paris, c'est quelque chose qui, si vous êtes étudiant à Sciences Po, vous est automatiquement accessible. Et si vous n'êtes pas étudiant à Sciences Po, il faut candidater pour être admis dans la prépa. Je sais que par exemple, moi j'avais accompagné quelqu'un qui était diplômé, avait un master de droit, un M2 de droit, et qui voulait rentrer dans la prépa concours de Sciences Po pour se préparer au concours de l'ENA, notamment. Donc l'idée, c'est que c'est une prépa qui, si vous êtes étudiant à Sciences Po Paris, vous pouvez déjà commencer à la suivre en Master 2, même si vu vos volumes horaires, en fait, vous pouvez pas la suivre à temps plein, mais vous pouvez déjà vous inscrire et suivre des cours. Et ensuite, l'idée, c'est que pendant un an, ou plus, si vous voulez, après votre Master 2, vous faites la prépa à temps plein. L'idée, c'est qu'étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui préparent plusieurs concours à la fois, vous faites un peu votre sélection de cours, selon les cours qui vous intéressent, selon ceux qui vont être utiles pour le concours ou les concours que vous tentez. Moi, par exemple, au sein de la prépa concours de Sciences Po Paris, j'ai choisi de suivre un cours de chinois mandarin, puisque c'est la langue que je prends pour secrétaire des affaires étrangères cadre d'Orient. Je prends des cours d'anglais, de questions européennes, parce que c'est une des épreuves de l'oral, d'économie, de culture générale internationale, de questions internationales, de civilisation. J'ai une épreuve spécifiquement sur la civilisation de la région qui est celle que j'ai choisie pour le concours, donc ma section étant Asie méridionale, Extrême-Orient. Et enfin, j'ai un cours qui est de la méthodologie sur l'épreuve d'économie, parce qu'il y a une méthodologie particulière pour mon concours sur l'épreuve d'économie. Je suis en première année de prépa concours à temps plein, puisque je l'ai fait à temps partiel en Master 2. J'ai tenté le concours une première fois en septembre dernier, j'ai pas été admissible, notamment à cause de ma note en chinois. C'est mon gros stress, c'est ma note en chinois. Je vais le retenter en septembre prochain. Moi, si je l'ai pas, honnêtement, je ne retenterai pas le concours pour toujours, parce que j'ai pas non plus envie de passer des années à juste étudier pour préparer un concours. J'ai envie de travailler, j'ai envie d'être dans le monde professionnel. Voilà. J'ai l'impression d'avoir un peu couvert pas mal de sujets. Évidemment, je suis obligée de passer très vite sur plein de choses, parce que... Voilà, je vous laisse dans la description donc les métiers du ministère des Affaires étrangères, les notices des concours, les épreuves. Donc, je vais conclure cette vidéo. J'espérais qu'elle serait courte. Je pense pas qu'elle l'est. Si vous avez des questions, et je pense que vous en avez probablement, laissez-les-moi dans les commentaires. Vous pouvez aussi m'envoyer un message privé sur Instagram si vous voulez parler de façon un peu plus longue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez-moi un pouce bleu, un like si c'est le cas, pour que voilà, je sache que c'est le genre de contenu qui vous plaît. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne pour voir tout mon contenu et pour suivre le futur de mes
aventures, si je serai admise au concours ou pas, où irai-je vivre ma vie. Tout est possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à la prochaine.